Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un GPTs et comment le connecter à VoiceFlow. Parce que oui, aujourd'hui, on va pouvoir remplacer tout ce qui va être Flowise, Railway, Pinecone, etc. qu'on avait l'habitude d'utiliser avant pour nos bases de données vectorielles, utiliser la méthode RAG, etc. Tout ça, on va pouvoir le remplacer et utiliser uniquement les GPTs. Avant de commencer, je voulais juste vous inviter à rejoindre le Discord qui est en description. Il y aura toutes les ressources que j'utilise dans cette vidéo qui seront dans mes ressources gratuites accessibles depuis ce Discord. En dehors de ça, ce Discord c'est aussi un lieu où vous pouvez échanger, communiquer, bref, progresser, etc. Poser vos questions quand vous avez besoin sur tout ce qui concerne le business en général et les agences IA. L'objectif de toute façon de ce Discord, c'est vraiment de s'entraider et de progresser tous ensemble. On perd pas plus de temps, je vous montre directement comment faire tout ça depuis mon PC. Bon visionnage. Donc on se retrouve directement sur l'interface de ChatGPT qui, pour la plupart d'entre vous, à mon avis, vous est assez familier. Donc je vais vous montrer directement l'interface que la plupart des personnes utilisent et c'est celui que l'on ne va pas utiliser dans cette vidéo. C'est juste pour vous montrer et que vous ne confondez pas les deux interfaces. Donc vous pouvez créer des GPTs simplement en allant sur Explore et en mettant Créer votre GPTs. Le problème, c'est que quand vous allez créer ces GPTs ici, vous ne pourrez pas récupérer l'idée de l'assistant que vous avez créé. C'est-à-dire que cet espace-là pour créer vos GPTs, c'est un espace entre guillemets consommateur. C'est-à-dire que nous, en tant que développeurs, ça ne nous concerne pas du tout. Et donc nous, pour récupérer l'idée de nos assistants que l'on va créer, il va falloir que l'on passe par l'interface d'OpenAI. Et donc pour ça, c'est très simple, il suffit tout simplement de vous connecter avec votre compte que vous avez pour ChatGPT, mais sur la page OpenAI. Donc par exemple, quand vous êtes sur cette page-là, vous allez mettre Login, ici. Et là, ça va directement vous connecter. Vous avez juste à mettre API. Et là, ensuite, vous allez dans Assistant. Et là, vous allez arriver tout simplement sur l'interface dont je vous parle et qui va nous servir tout simplement à créer nos chatbots. Donc au niveau de la configuration, c'est exactement pareil que l'interface précédente, mais ce qui est vraiment utile, c'est que là, ici, on va pouvoir utiliser l'idée directement, qui est juste ici. Et donc pour créer directement votre GPTs, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur Create. Et donc, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir cette interface qui va s'ouvrir et qui va vous permettre tout simplement de personnaliser et donner des instructions à votre GPTs exactement comme dans l'interface précédente. La seule différence, c'est qu'à la fin, vous allez pouvoir récupérer l'idée et qui va vous permettre simplement de le connecter à VoiceFlow ou à des applications tierces. Pour l'exemple, je vais vous montrer un GPTs pour une agence IAA. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer ce GPTs, on va l'appeler assistant IAA par exemple. Et on va lui donner derrière des instructions. Donc pour récupérer les instructions que j'ai notées, vous allez pouvoir tout simplement les récupérer directement sur mes ressources gratuites, donc sur le Discord. Je mettrai tout là-bas, vous pourrez copier toutes les instructions que j'ai mis, les noms, etc., la template que je vais utiliser juste après. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de réécrire ce que je viens de mettre. Donc une fois qu'on a donné tout simplement cette instruction, on va devoir ajouter un modèle. Donc là, c'est le modèle que l'on va utiliser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous voulez ajouter des documents et utiliser du coup la fonction retrieval, eh ben, vous allez devoir tout simplement utiliser GPT-4 Turbo. Donc c'est celle-ci, donc la version 1106 Preview, qui peut activer tout simplement la version retrieval. Si vous regardez GPT 3.5, vous ne pouvez pas l'activer, GPT-4 tout court, vous ne pouvez pas l'activer non plus. Donc voilà, vous êtes obligé tout simplement de mettre GPT-4 Turbo pour utiliser tout simplement les données tout simplement que vous allez fournir. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'on a sélectionné notre modèle, qu'on a instauré les instructions et qu'on a nommé notre assistant, on peut tout simplement du coup sélectionner les options que l'on veut ajouter à notre chatbot tout simplement. Donc on va pouvoir sélectionner Retrieval parce que moi je vais utiliser tout simplement donc des documents externes de ma base de données et vous allez pouvoir également ajouter des fonctions. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez connecter Zapier pour automatiser plusieurs processus. Ça sortira sûrement cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant directement de la prochaine vidéo et vous pourrez tout simplement intégrer vos automatisations. Personnellement, je suis beaucoup plus fan de Make, mais Zapier a été un peu plus rapide au niveau des fonctionnalités. C'est beaucoup plus simple de faire ça depuis Zapier. Donc c'est pour ça que je ferai un tuto sur Zapier prochainement. Donc si jamais vous avez besoin également, vous pouvez tout simplement ajouter la fonction code interpréteur qui vous permet tout simplement d'ajouter les fonctionnalités qui touchent au code. Personnellement, je ne vais pas les activer parce que j'en aurai pas besoin pour cet exemple, mais dans certains cas, ça peut vous être utile. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter les documents. Donc je vais faire ça. Je sélectionne
mes deux documents. Donc là, c'est des très petites bases de données que j'avais fait pour mon agence. Tac, on sauvegarde. Et là, on a tout simplement notre assistant IA qui a été créé. Donc ici, vous pouvez voir tout simplement que vous avez donc directement l'idée qui est juste ici. Et donc avant de passer à la suite, donc sur la partie Voice Flow, je vais vous montrer 2-3 petits trucs parce que c'est très important à savoir. Donc on va directement aller sur OpenAI Pricing. Et je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le pricing pour ces assistants. Déjà, sachez que si vous n'avez pas donc GPT+, donc l'abonnement GPT+, tout simplement, qui coûte en France 24 € avec la TVA, donc c'est 24 € par mois, vous ne pourrez pas accéder à cette interface de création d'assistants. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est réservé uniquement aux personnes qui ont l'abonnement GPT+. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez essayer. Si vous voyez que ça ne fonctionnait pas, vous savez un peu pourquoi. Donc là, on arrive tout simplement sur la partie pricing d'OpenAI. Donc c'est ici que vous allez savoir combien les 1000 tokens vont vous coûter. Donc c'est super important parce qu'en fait, les assistants que vous allez créer ici dans cette interface, vous allez devoir utiliser donc les tokens qui sont ici pour pouvoir tout simplement faire tourner les modèles de langage. Donc nous, on utilise dans le cas ici GPT-4 Turbo. Ça veut dire que, nous c'est cette version-là qu'on utilise, qu'on va dépenser 0,01 pour 1000 tokens sur des entrées. Et sur des sorties, on va dépenser 0,03 pour 1000 tokens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le texte, par exemple ici, ça c'est très bien fait de leur part, ils ont, pour donner un exemple, tout simplement du nombre de tokens, du moins du nombre de mots qu'on pouvait écrire avec un certain nombre de tokens, eh bien ils ont fait ce petit texte, et à la fin, ils ont mis ce paragraphe a coûté 35 tokens. Donc en gros, pour générer un paragraphe de cette taille-là, qui est pour moi suffisant pour donner une réponse dans la plupart des cas, ça coûte 35 tokens. Donc en gros, vous pouvez compter environ une cinquantaine de tokens par message de 3 à 400 caractères. C'est très approximatif, donc vous ne fiez pas exactement à ça, mais c'est à peu près ça. Donc vous pouvez faire vos calculs de vos côtés. Mais donc globalement, vous allez avoir besoin tout simplement de payer des tokens. Pour payer des tokens, c'est très simple. Il va falloir directement aller donc sur le même interface ici, et ici vous avez la partie usage. Donc cette partie usage, elle va tout simplement vous permettre de voir les dépenses que vous effectuez, et ce qui est super intéressant depuis cette interface-là, c'est que quand vous avez plusieurs clients, ça peut devenir très compliqué à gérer. Mais quand vous allez ici directement dans activité, juste à droite, vous pouvez voir directement les clés API que vous avez utilisées, et le nombre de requêtes qui ont été effectuées pour chaque modèle. Donc ça vous permet tout simplement de surveiller. Quand vous avez plusieurs clients, vous pouvez directement voir le nom de la clé API. Je vous montrerai après comment vous pouvez renommer justement cette clé API pour que vous soyez un peu plus organisé, parce que là, vous voyez, je vais flouter, mais il y a une suite de caractères et c'est pas très pratique pour s'y retrouver. Mais vous pouvez tout simplement renommer ces clés API pour vous y retrouver ici. Et derrière, du coup, vous avez accès directement au nombre de requêtes qui ont été effectuées par les clés API que vous avez données à certains clients. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez acheter donc des tokens. Donc là, comme vous pouvez le voir, il vous suffit tout simplement d'être dans Settings et ensuite dans Buying. Donc ça vous permet tout simplement de voir les crédits qui vous restent. Donc en fait, pour ajouter des crédits, vous suffit tout simplement d'ajouter sur Add to Credit Balance. Ça vous permet tout simplement de mettre votre carte bancaire et d'ajouter des crédits. Je vous conseille de faire très attention et de désactiver l'auto-recharge. Je vous conseille vraiment de faire manuellement, quitte à ce que vous devez regarder tous les jours. Au moins, vous ne prenez pas de risque. Après, si vous mettez l'auto-recharge, vous pouvez tout simplement configurer des limites. Ça vous enverra, il me semble, un message pour justement gérer ces limites-là. Et donc voilà, vous allez avoir tout simplement votre consommation et vous pouvez savoir en fonction de ce que vous mettez ici et du pricing qui est affiché ici, combien vous allez avoir besoin de tokens, combien est-ce que vous allez avoir besoin tout simplement de mettre d'argent ici. Et donc vous allez pouvoir tout simplement savoir un peu le nombre de tokens que vous allez utiliser. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous montrer rapidement comment renommer vos clés API. Donc pour ça, c'est très simple, il vous suffit de créer ici. Donc quand vous créez une nouvelle clé API,
vous pouvez tout simplement la renommer ici, à la création. Donc voilà pour ce qui est de la partie donc assistant. Donc c'est très simple, honnêtement, c'est pas très compliqué. La partie la plus compliquée, ça va être d'organiser vos bases de données correctement dans vos documents. Je vous ferai sûrement une vidéo justement sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur les bases de données et sur les façons dont vous les écrivez, etc., vous les rédigez. Il suffit pas de mettre un énorme bloc de documents texte et puis ça va bien fonctionner. Au contraire, c'est très important et c'est à pas négliger. Vous avez également donc la partie instruction qui est assez importante aussi. Globalement, c'est les deux trucs assez importants sur cette partie-là au niveau de la création. On va passer directement sur VoiceFlow et je vais vous montrer la template que j'utilise. Donc c'est une template qui a été faite simplement par VoiceFlow eux-mêmes. Donc je vous la mettrai directement donc dans les ressources sur mon Discord. Donc si vous en avez besoin, il y aura tous les liens qui seront là-bas encore une fois. Et je vais vous présenter un peu comment fonctionne cette template, où est-ce qu'il faut placer vos clés API, etc. Donc on va commencer avec le premier bloc. On a tout simplement le Start. Sachez que tout ça, vous pouvez tout simplement l'intégrer dans n'importe quel chatbot. Là, je vous montre vraiment la base. Après, vous pourrez tout simplement l'intégrer comme vous le voulez dans vos chatbots existants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez donc un premier bloc qui va vous permettre de définir des variables qui vont vous être utiles durant tous les appels API que vous allez faire. Donc ça, c'est très important. Il va falloir que vous rentrez d'abord ici votre clé API. Donc ici, normalement, vous n'aurez rien besoin de changer. Pareil pour ce qui est ici, quand vous allez utiliser la template, vous aurez déjà en fait tout simplement les variables qui seront créées, donc vous n'aurez rien à faire. Et donc vous allez pouvoir ajouter votre clé API directement ici. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit tout simplement d'aller donc ici, sur l'interface d'OpenAI, d'aller dans vos clés API, vous copiez votre clé API quand vous l'avez créée, je vous conseille de la mettre de côté parce que vous ne pouvez pas la recopier depuis ici tout simplement, donc ça c'est assez embêtant. Et ensuite vous allez tout simplement la coller sur VoiceFlow. Donc faites très attention parce que sur la template, il y aura normalement du coup deux petits apostrophes et il faut vraiment mettre votre clé API entre ces deux apostrophes. C'est très important, il ne faut pas les retirer. Donc voilà pour ce qui est de la variable API, donc de votre clé API tout simplement. Ensuite, là, vous allez avoir tout simplement la partie set qui va vous permettre de récupérer l'identifiant de votre assistant. Donc pour ça, c'est très simple, il va vous suffire tout simplement donc de laisser, pareil, le nom comme c'est, la variable comme c'est, et là, en fait, vous allez devoir, pareil, mettre la clé donc, de votre assistant, qui est juste ici, donc pour la copier, tac, vous allez là-dedans, vous la copiez, et ensuite vous allez pouvoir la mettre directement dans la template, pareil, encore une fois, entre les deux apostrophes. Une fois que c'est fait, on a les deux variables qui vont nous servir tout au long de nos appels donc à l'API d'OpenAI. Donc ensuite, on va avoir notre premier call. Ce premier call, il va nous servir tout simplement à créer un thread. Donc c'est très simple, là il y a tout qui est déjà rempli, en fait, vous n'avez rien besoin de modifier, mais je vais vous expliquer très rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Vous allez tout simplement donc dans la documentation, si vous voulez comprendre un peu comment ça fonctionne derrière, vous allez directement dans l'API, et là, en fait, on va devoir donc créer un thread. Un thread, c'est quoi? C'est ce qui permet tout simplement de créer une discussion, tout simplement. Comme quand vous allez sur ChatGPT, vous créez une nouvelle discussion. Donc ça s'appelle créer un thread, tout simplement. Donc pour ça, nous c'est très simple, donc il suffit tout simplement d'aller dans Thread et de créer un thread. Et donc là en fait c'est très simple, vous avez tout simplement les informations que vous allez devoir mettre. Donc quand c'est un hash en fait c'est dans le header, et là bah, par exemple si vous regardez content type, ça a été mis dans le header juste ici. Là après on mettait application JSON en face, ça a été mis aussi dedans, et etc. pour tout ce qu'il y a. Là, c'est pareil, le bearer, c'est ce qui permet en fait de sécuriser votre assistant, tout simplement. Et là, il va falloir remettre votre clé API, donc qui est enregistrée dans la variable précédente. Donc ça, c'est pareil, vous n'avez rien à changer. Et en fait, pour tous les blocs comme ça, donc tous les blocs API qu'on va faire, en fait, si jamais vous voulez refaire par vous-même de A à Z, vous pouvez tout simplement aller dans la documentation d'OpenAI, et il y a tout qui est expliqué ici, tout ce qui est nécessaire en fait pour l'envoi, etc. Donc là par exemple, si jamais on va dans, par exemple dans modifier un thread, et tu es obligé d'avoir l'ID du thread qui va être utilisé dans du coup le code. Donc ça c'est un peu plus complexe. Pour ceux que ça intéresse, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais pour le moment je vous montre surtout comment utiliser la template.
Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça vous intéresse pas forcément de savoir ça, mais c'est quand même assez important. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que après avoir configuré du coup la création de ce thread, vous allez tout simplement avoir une réponse. Cette réponse qui est tout simplement l'idée du thread, qui va nous être utile pour envoyer les messages, etc. par la suite. Donc nous, à partir de là, en fait, on vient tout simplement de créer le thread, on vient de configurer les variables, et là, on va pouvoir envoyer le premier message, qui va être donc salut, je suis l'assistant de l'agence Omnia, donc ça c'est mon agence, comment puis-je vous aider? Et puis là, on va capturer la réponse de l'utilisateur. Donc je vais vous montrer après comment envoyer justement cette réponse à l'API directement. Donc là, en fait, vous pouvez voir, il y a un component qui a été fait. Donc on va tout simplement aller décortiquer un peu comment est-ce que ça fonctionne juste après. Mais vous allez voir, c'est très très simple. Et ici, on a tout simplement la réponse qui est donnée. Et ensuite, on revient à capturer la réponse ici. Donc là, après, si jamais vous voulez pas capturer la réponse directement, vous pouvez tout simplement continuer la discussion, etc. Et puis revenir tout simplement ici dès que vous avez besoin de capturer une réponse. Pour comprendre un peu du coup ce qui se passe, on va aller directement dans le composant Call Assistant API. Donc, alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc là, vous pouvez voir, on a quelques blocs, c'est que des blocs Call API principalement à part ici. Donc je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne, vous inquiétez pas, c'est très très simple. Donc on va avoir tout simplement notre premier Call API qui va avoir comme objectif d'ajouter un message au thread. Donc pour ça, c'est très simple, comme je vous l'ai montré dans les informations donc de la doc d'OpenAI, vous avez toutes les informations qui sont dans le header à chaque fois. Ici, en réalité, vous n'avez même pas besoin de changer grand-chose. Là, l'objectif, c'est tout simplement d'envoyer un message au thread, c'est-à-dire qu'on va envoyer tout simplement la question de l'utilisateur. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, c'est pour ça qu'on récupère tout simplement la variable lastUtterance. Donc une fois que c'est fait, on va devoir tout simplement lancer le thread. Donc pour ça, c'est très simple, il vous suffit tout simplement, donc pareil, en fait, à chaque fois, si vous regardez, en fait, chaque action qui est effectuée là-dedans, vous pouvez les retrouver. Donc par exemple, quand vous allez dans le thread, là, vous allez pouvoir du coup créer un thread. Là, vous allez pouvoir tout simplement créer un message. Donc là, comme je vous l'ai dit juste avant, l'objectif, c'est tout simplement de lancer le thread. Donc, une fois qu'on le lance, on va tout simplement récupérer l'ID donc du lancement qui a été fait. Nous, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va retrouver le thread. Donc l'objectif, ça va être de récupérer le thread et de, en fait, tout simplement savoir le statut actuel du thread. Ce qui va nous permettre d'indiquer à la personne que, voilà, il y a encore quelques secondes à attendre. Parce que, en fait, ça prend énormément de temps, des fois, de générer des réponses, et ça peut être assez long. Donc pour éviter ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que on utilise un bloc if. Et en fait, on va récupérer tout simplement la variable runStatus, qui nous permet d'identifier si actuellement le GPTs il est en train d'écrire, si c'est encore dans la file d'attente, ou que c'est un autre truc, ou que c'est complété. Dans le cas où c'est pas complété, ce qui va se passer, c'est que on va l'envoyer directement donc vers la première loop en fait ici. Donc là, dans tous les cas, en fait, la première fois que ça va passer dans ce chemin, ça va passer ici, et ça va aller ici. Et là, en fait, vous allez voir tout simplement, il y a une variable, en fait, tout simplement, qui va ajouter au compteur plus 1. Tout simplement parce que, une fois que c'est passé la première fois, si ça repasse une deuxième fois, et ce ne sera pas first loop qui sera sélectionné, mais later loop, qui vous permettra de retourner ici, et d'aller ici pour continuer la suite. Et en fait, l'objectif, c'est que ça évite de répéter le message qui dise très bonne question, laissez-moi réfléchir quelques secondes. Et là, en fait, ce bloc-là, il sert tout simplement à mettre un petit temps d'attente, parce que des fois, ça peut être assez de temps à se générer les réponses. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise tout simplement donc la fonction noReply, donc pas de réponse, et qu'on set ça à 3 secondes, en fait, tout simplement. Juste pour mettre un temps d'attente, et qu'on puisse tout simplement faire patienter la personne jusqu'à temps que ce soit complété. Et donc une fois que c'est complété, on va tout simplement aller récupérer l'ID du message, pour ensuite l'afficher. Donc pour ça, c'est très simple, c'est pareil, c'est tout expliqué en fait dans la documentation, mais je ne vais pas rentrer en détail parce que ça va être beaucoup trop long. Mais globalement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement aller chercher donc l'ID du message pour pouvoir l'afficher par la suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on indique le chemin, pour tout simplement montrer où est situé le message. Donc je vais vous montrer un peu, en fait, comment est-ce que ça fonctionne pour aller récupérer des informations. Donc j'ai retrouvé ce que c'était, donc c'est ici, donc list run step, et ça vous permet tout simplement d'avoir toutes les informations qui sont ici. Donc en fait, quand vous allez faire un call, vous allez avoir cette réponse-là. Et comme vous le voyez, en fait, à chaque fois qu'on va se décaler d'une ligne,
et bien va falloir l'indiquer pour donner tout simplement le chemin et aller retrouver tout simplement donc l'ID du message qui est ici. Et donc c'est pour ça qu'en fait quand vous allez sur VoiceFlow, vous voyez que d'abord réponse data, là la réponse elle est là, ensuite on va dans data, ensuite il indique tout simplement step détail c'est juste ici, et ensuite il va indiquer tout simplement bah voilà, message création et message ID, vous pouvez voir tout simplement message création, message ID. Et ça permet tout simplement en fait d'aller rechoper les informations qui sont données donc par l'API. Là, on enregistre tout ça en fait tout simplement dans la variable message ID. Et derrière, on vient tout simplement afficher ce message. Donc pour ça, c'est très simple. On va tout simplement chercher donc l'ID qu'on a utilisé. Et là, on le met dans la variable assistante repli qui est juste ici et qui nous permet tout simplement d'afficher le message. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse directement un petit test parce que en fait, donc pour résumer globalement ce que vous avez à changer, vous avez juste à changer en fait tout simplement, hop, les deux variables qui sont ici. C'est les seules choses que vous avez à changer, le reste vous n'êtes même pas obligé de comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne. Après voilà, je vous l'ai expliqué histoire que vous puissiez au moins comprendre ce qui se passe si jamais il y a un problème, et vous puissiez tout simplement aller chercher les réponses dans la documentation, mais globalement vous n'avez même pas besoin de changer la template en fait. Donc là, ce qui se passe tout simplement, bah voilà, c'est que on va tout simplement aller faire les calls API nécessaires pour choper la réponse, et c'est tout ce que vous avez à changer. Les seules choses que vous pouvez changer potentiellement, c'est donc ici, les textes tout simplement, parce que à la base ils sont en anglais, donc voilà, vous pouvez tout simplement les reformuler en français, ou changer les textes que vous avez mis, et donc là, c'est pareil, dans Home, vous pouvez changer, bah voilà, les textes, je suis l'assistant, machin. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un peu, donc si ça fonctionne, tout simplement. On va cliquer sur Run, hop, lancer le test. Et donc là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le lancer dans un autre onglet, parce que là, du coup, en fait, on voit directement tous les blocs API qui se lancent. Donc on va faire Share, Open, hop. Et donc là, on va directement pouvoir tester, et en fait, tout simplement pour vous montrer que les blocs avant qu'ils se chargent, en fait, c'est même pas ressenti en fait par l'utilisateur quand il utilise le chatbot. Vous voyez, là, ça s'est lancé directement, alors que pourtant, il y a 2 blocs avant qu'ils se sont chargés. Donc là, on va lui demander, par exemple, quelles sont vos offres. Ça, c'est quelque chose qui est normalement, il est censé pouvoir répondre. Je l'ai mis dans les bases de données que je lui ai fournies. Donc là, il nous dit très bonne question, laissez-moi réfléchir. Donc ça, c'est la phrase qui était mise en attendant. Et là, bah voilà, par exemple, il nous met, voilà, Omnia propose 2 offres principales. Donc de l'assistance 24h/24, un assistant de support sur mesure pour les sites internet, et pareil, un assistant donc pour les bases de connaissances. Il nous met même aussi qu'on a un autre service d'automatisation. Donc c'est les automatisations mail que je propose. Donc voilà, et après on peut tout simplement lui poser d'autres questions. Donc quelle est votre adresse mail? Normalement, il est censé me ressortir l'adresse mail de mon agence. Alors là, bah, il n'a pas réussi à la retrouver, mais il l'a quand même mis dans le message d'erreur. Mais peut-être que je l'ai mal formulé. Donnez-moi vos informations de contact. Hop, et là voilà, bon, il les a donnés, donc des fois ça marche pas, des fois ça fonctionne. Donc après, le prompt était pas très fou et la base de données aussi, donc ça c'est à retravailler pour améliorer les réponses. Mais là voilà, il nous dit tout simplement que je peux les envoyer un mail donc à mon adresse mail donc professionnelle, et je peux réserver un rendez-vous sur le lien suivant. Donc ça c'est bien mon calendrier en plus, donc c'est parfait. Donc là en fait ça fonctionne très bien, et puis bah ça vous pouvez tout simplement après, derrière, pour l'intégrer sur un site web, etc., c'est exactement le même principe. Vous pouvez tout simplement l'intégrer dans votre chatbot. Donc voilà pour ce qui était un peu de cette vidéo, de ce tutoriel un peu sur VoiceFlow et sur la création des GPTs. C'est vrai que j'ai eu une question quand même qui est revenue pas mal sur la dernière vidéo, c'était est-ce qu'on a encore besoin de Flowise, est-ce qu'on a encore besoin de Railway, est-ce qu'on a encore besoin de Pinecone, tout ça? Eh bien, je dois vous avouer que c'est vrai que aujourd'hui en fait, on peut s'en passer complètement, et pour ma part, je pense que je vais complètement arrêter de les utiliser pour le moment, parce qu'en fait, on peut faire tout ça directement depuis l'interface de création des GPTs. Comme je vous ai montré, ça évite d'utiliser plein d'outils différents. Là, au lieu d'utiliser Railway pour héberger Flowise, d'utiliser Flowise pour designer la conversation, pour utiliser par exemple aussi Pinecone pour ce qui est des bases de données vectorielles, là on va juste avoir utilisé tout simplement donc l'interface pour créer les GPTs et VoiceFlow, et on a tout simplement notre chatbot avec l'IA et des magnifiques bases de données, tout
tout ça en payant un peu moins cher donc nos tokens. Donc là par contre le problème, et c'est vrai que j'en ai discuté avec un abonné l'autre fois, et donc là c'est vrai que c'est assez problématique parce que j'en ai discuté en fait il y a pas longtemps avec un abonné, et c'est vrai qu'il m'a fait souligner ça. Aujourd'hui on peut utiliser uniquement GPT-4 Turbo pour utiliser donc l'accès tout simplement aux documents qu'on lui fournit. Et le problème de ça, c'est que c'est beaucoup plus cher, même si GPT-4 Turbo reste un peu moins cher que GPT-4 tout court, il est quand même bien plus cher que GPT 3.5 Turbo. Et le problème, c'est que GPT 3.5 Turbo, on ne peut pas l'utiliser pour aller chercher des informations dans nos bases de données. Ça veut dire que Flowise est quand même encore assez intéressant si jamais on veut utiliser GPT 3.5 pour aller chercher des informations dans nos bases de données. Mais honnêtement, moi je pense que ça reste quand même bien plus intéressant d'utiliser GPT-4 Turbo parce que c'est bien plus performant, que ce soit au niveau des réponses, que ce soit au niveau de la compréhension des bases de données que vous allez lui fournir, que ce soit au niveau de la compréhension des instructions, etc. Ça va améliorer grandement donc la partie intelligence artificielle sur vos chatbots et en général sur vos services IA. Donc moi je recommande quand même pour la plupart des personnes, je pense, d'aller utiliser l'interface donc des GPTs. Et puis peut-être pour ceux qui souhaitent quand même proposer toujours des tokens un peu moins chers avec GPT 3.5, gardez peut-être sous la main Flowise pour certains de vos clients. Donc voilà pour ce qui était un peu de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu et que ça vous a surtout aidé, c'était l'objectif. Et tout simplement à rejoindre aussi mon Discord qui est dans la description, ainsi que ma newsletter. Donc sur mon Discord, vous allez avoir toutes les ressources tout simplement donc, qui vous auront été nécessaires pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller chercher tout ça là-bas, et puis de toute façon ça vous sera même utile si vous lancez votre agence IA, parce que je fais des lives régulièrement, questions-réponses, je fais aussi 2-3 trucs, donc voilà, pour répondre à vos questions quand vous en avez, on s'entraide là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, il y a plein de belles choses dessus, et puis ma newsletter aussi pour suivre un peu l'avancée, etc., les news sur l'IA que je vous fournirai. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur Zapier et les GPTs. Merci à tous, ciao.